Olivier Rubens, je suis militant au pôle de Renaissance communiste en France et j'ai utilisé quelques années de loisirs à travailler sur, comme vous êtes tous marxistes, vous allez comprendre de quoi je veux parler, un gros mot, l'idéologie publicitaro-médiatique et en quoi, à mon avis, mais là c'est simplement une proposition qui peut être discutée, elle est devenue dominante dans le monde d'aujourd'hui. Je reviens sur un point qui a été dit au début, reconquérir l'hégémonie culturelle face à une hégémonie qui serait détenue par la droite. C'est vrai, mais en même temps, je pense qu'en face, ils ont aussi, comme on dit, leurs contradictions et que moi je serais bien incapable, j'ai mené des politiques culturelles locales, de mener une politique culturelle de droite. Pourquoi? Parce que la droite, d'un côté, elle va défendre la tradition, le patrimoine, et en même temps, elle va être obligée, de par son appartenance sociale, de défendre le fric, les choses les plus commerciales, la soupe, et là il y a des contradictions sur lesquelles on peut jouer. Alors sur ce qu'on dit, sur tout ce qui a été dit avant, moi j'ai noté des choses qui étaient tout à fait en lien avec mon propos. D'abord, c'est les références qui ont été faites au CNR, à l'oubli d'un certain nombre de traditions du mouvement ouvrier, et je crois que mon livre part de cette phrase de M. Patrick Lelette TF1 en disant « Mon travail, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola ». Et bien Coca-Cola, il n'a pas besoin de gens qui réfléchissent historiquement, et le discours publicitaire qui nous est imposé, c'est essentiellement un discours d'amnésie, d'oubli du passé. Quand on oublie le passé, on est incapable de se réapproprier ses racines. Et d'autre part, Stéphane Siro parle du monde du travail, dans ce qui nous est servi dans les médias, dans les messages publicitaires. Le monde du travail, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est particulièrement marginalisé, que notamment un des aspects importants du travail humain, qui est l'effort dans la durée, est complètement nié. Ce qui d'ailleurs me fait tout de suite rebondir sur d'autres choses qui ont été dites sur la science. On nous montre un monde où les découvertes nouvelles, les techniques nouvelles tombent en quelque sorte du ciel, sont le fruit de génie, et où toute réflexion réelle sur comment cette science qui joue un rôle économique et social si important peut perdurer est exclue du débat citoyen, et notamment parce que dans la publicité vous avez un impératif de brièveté et l'utilisation des petits détails de chaque produit qui fait que toute réflexion en termes de causalité est à peu près impossible. Autre point qui a été abordé, les acquis et les rapports de force qui ont été créés lors de la période du Front populaire, la période de la libération. Et un des aspects sur lesquels on peut s'interroger, c'est est-ce que, à l'époque, le fonctionnement de la culture populaire, à ne pas confondre avec la culture de masse qui nous est imposée, notamment par la télé, est-ce que le fonctionnement de la culture populaire et de la culture légitime, et à l'époque on avait des grands créateurs, je pense à Aragon, René Char, etc., est-ce que ce fonctionnement il est le même aujourd'hui, et est-ce qu'il serait possible de reconstituer des mouvements comme les MJC, les auberges de jeunesse, etc. etc. Troisième aspect, cette pensée libérale qu'on nous impose, certes, on peut la lire dans l'organe central du MEDEF et de Bernard Arnault qui est les Échos, mais de manière plus massive, pour les exploiter, elle ne se présente pas sous cette forme de l'éloge de la concurrence libre et non faussée, elle se présente sous la forme de la séduction, c'est le capitalisme de la séduction, tel que, et je rends là hommage à un grand ancêtre à tous, Michel Clouscar. Et je ne suis pas certain
que même si en face de nous on a des penseurs effectivement réactionnaires, je ne suis pas certain que la cohérence d'une conception réactionnaire du monde qui a été dénoncée soit si évidente que ça sur la place publique une fois qu'on a gratté le vernis. J'en terminerai avec 2-3 idées et remarques. Le dernier point en lien avec le contenu de ce bouquin, la publicité, qu'on soit consommateur ou pas, c'est du mentir légitime dans l'espace public, c'est de l'obscurantisme dans l'espace public, c'est trop court pour qu'il puisse y avoir une réflexion rationnelle. Et donc ce qui a été dit, je crois par Georges, sur l'obscurantisme, le développement de l'obscurantisme magique dans le monde actuel, il utilise, à mon avis, prioritairement cet outil. Ensuite, sur les bases théoriques, moi je suis désolé vis-à-vis d'Émeric, mais il connaît ces choses-là mieux que moi. Je ne sais pas si je suis un marxiste ontologique ou pas, je ne sais même pas si je suis marxiste, parce que j'ai essayé de lire d'autres auteurs, j'ai essayé de faire un travail le plus pluridisciplinaire possible et sans a priori, et effectivement quand on a 30 ans de militantisme dans les organisations communistes, quand on a lu les auteurs marxistes, il y a quand même des réflexes et des fondamentaux qui reviennent. Et j'attire l'attention sur le fait que ce qu'en face ils essayent de détruire, c'est pas seulement Marx et ses héritiers, mais on a avec Michel Onfray et d'autres une attaque de front contre la psychanalyse. Je ne suis pas contre le fait qu'on critique la psychanalyse, mais il y a une délégitimation des approches scientifiques et des approches rationnelles au XXe siècle. Et je ne serais pas étonné que demain il y ait aussi de telles attaques contre la sémiologie, contre le structuralisme, contre les idées qui remontent un peu à Saussure et à sa modernisation de la linguistique. Voilà. Et dernier point, je termine. Il me semble que l'hégémonie culturelle, reconquérir l'hégémonie culturelle, ça nécessite d'aborder dans les conditions actuelles du XXIe siècle la problématique du lieu, de ce qui devrait être le lieu de transmission culturelle fondamentale, l'institution scolaire, l'école. Et donc là, il y aurait beaucoup à dire. Et dernier point, je pense que le contexte idéologique actuel, et c'est une thèse personnelle là, la domination de l'idéologie publicitaire et médiatique pose des problèmes à tous ceux qui veulent reconstituer des organisations politiques dignes de ce nom, c'est-à-dire au sens de Gramsci, à la fois des organisateurs, des porteurs de projets d'un réforme intellectuelle et morale, et des forces de combat idéologique, des forces capables de diffuser et de faire adopter l'idéologie d'un groupe social dans les masses.